Rebonjour à tous. Donc, moi, je suis chef de clinique en anesthésie réa-CTCV à Rennes. Donc, on va parler de récupération de sang péropératoire ou périopératoire et de savoir est-ce que ça impacte les outcomes de nos patients. J'ai quelques conflits d'intérêts. J'en ai un qui est important à vous donner pour ce topo-là, parce que je travaille activement avec une entreprise que vous verrez qui s'appelle ICEP, qui est basée en France et pour lequel on aide au développement clinique d'un dispositif de récupération de sang péropératoire. Et donc, c'est un conflit important à vous donner. Alors, on pourrait s'arrêter à cette diapo-là, et c'est souvent ce qu'on fait pour le cell salvage. On dit, bah, voilà, le cell salvage, des recos européennes, des recos américaines, des recos françaises, bien sûr, qui nous disent, avec un niveau de preuve qui est globalement modéré, il faut utiliser du cell salvage parce que ça réduit peut-être la consommation de produits sanguins labiles et notamment de globules rouges. Et souvent, on ne va pas plus loin que ça. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que ça dépend qui le gère, le cell saver dans les différents centres, selon que ce soit l'anesthésiste, l'IAD, le perfusionniste, le chirurgien. Mais ça revient dans beaucoup de cas à une sorte de boîte noire où on dit bah, on la met, il est là, ça traite le sang du patient, on ne sait pas bien ce qui se passe dedans, on ne sait pas bien comment on l'évalue, on ne sait pas bien comment ça a été évalué dans les études, et puis on ne sait pas bien ce que ça fait au patient, mais en tout cas, on le retransfuse et on a l'impression de lui faire du bien. Donc, ce qu'on va essayer de faire là, c'est d'essayer d'ouvrir la boîte noire et de savoir comment ça marche, comment ça s'évalue cliniquement et biologiquement. Donc, comment ça marche? Vous êtes familier, bien sûr, avec tous ces dispositifs-là. La plupart de ces dispositifs, vous savez comment ils fonctionnent. Ils récupèrent le sang au travers d'une canule à double lumière qui permet de diluer, de prédiluer et d'anticoaguler, soit avec de l'héparine, soit avec du citrate, le plus souvent avec de l'héparine. Et puis, c'est traité par le dispositif. Et ces dispositifs-là, ils sont le plus souvent basés sur des bols de centrifugation, des bols de Latam comme ça, qui permettent de séparer le sang, les différentes phases, et d'éliminer dans la poche de déchets du plasma, des leucocytes, des plaquettes. Et puis on nous dit, les dispositifs nous disent, les fabricants nous disent, vous avez un concentré qui est quasiment un concentré pur de globules rouges. Voilà l'objectif, éliminer les plaquettes, les leucocytes, les protéines plasmatiques, l'hémoglobine libre dont on parlait tout de suite, et l'héparine, bien sûr. Alors, comment on l'évalue biologiquement? Il y a deux choses à faire. Il faut regarder comment ça lave et il faut regarder comment ça récupère. Comment ça lave? On regarde les removal ratios, c'est-à-dire le pourcentage d'élimination de l'héparine, de l'hémoglobine libre, des cytokines, des facteurs de coagulation. Et puis, on regarde comment ça concentre et le nombre de globules rouges qu'on récupère par rapport au nombre de globules rouges qu'on a traités. Ça, ce n'est pas facile à faire. Et c'est pour ça que la littérature, elle n'est pas très conséquente sur le sujet. Et les industriels communiquent globalement assez peu dessus. Ce qu'on sait de quelques études, c'est que globalement, les dispositifs qu'on a actuellement disponibles fonctionnent très bien pour ça. C'est-à-dire qu'ils récupèrent très bien les globules rouges, 85, 90, 95% de recovery. Ça veut dire que 95% des globules rouges que vous mettez dans la machine à laver ressortent au bout du compte. Hématocrite assez élevé, 50, 60%. Et en termes de lavage, ça fonctionne très bien aussi, avec des limites méthodologiques qui sont importantes quand on regarde les papiers. Ce n'est pas toujours très bien fait, mais globalement, on élimine très bien l'héparine, on élimine très bien l'hémoglobine libre, avec quasiment 100% d'élimination de l'héparine. Donc, ça fonctionne très bien. L'hémoglobine libre, on en dit un tout petit mot. Pourquoi est-ce qu'on se pose la question? Beaucoup de démonstrations précliniques, un rationnel fort pour se dire que ça peut impacter la fonction rénale notamment. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de démonstration clinique d'envergure, mais néanmoins, c'est un point qui est important à la fois pour la transfusion sanguine, le FS, et à la fois pour les dispositifs de RSPO. Et c'est une obligation, en fait, disons, de régulation de ces dispositifs-là. Alors, une question que je pose souvent sur ces topos sur le cell salvage, qu'est-ce que vous pensez que fait votre machine sur les leucocytes? Est-ce qu'elle les élimine? Est-ce qu'elle les garde? Et ça, c'est souvent la surprise parce que quand on regarde la littérature, encore une fois, pas beaucoup de données, mais en fait, les dispositifs pour lesquels on nous donne de la communication de fabricants en nous disant on élimine, on garde que les globules rouges, en fait, ces dispositifs-là, Sorin Extra, CatSmart, CatSplus, ils gardent plus de 60%, voire des fois plus de 80% des leucocytes. Donc, en fait, vous retransfusez les leucocytes de vos patients qui n'ont pas été évalués en termes d'activation, en termes de fonctionnalité, etc. Et puis, l'évaluation clinique, c'est le bénéfice, le risque. Le bénéfice, c'est la transfusion de globules rouges, le nombre de globules rouges de concentrés transfusés. La morbidité, les infections, l'insuffisance rénale, la mortalité, ça peut être à la fois dans le bénéfice et dans le risque. Et puis, le risque, ça peut être
théoriquement une augmentation du saignement parce qu'on ne retransfuse pas les facteurs de coagulation, voire une augmentation d'autres facteurs d'autres produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang. Alors, quand on regarde la littérature, souvent, les guidelines reprennent ces méta-analyses-là, notamment cette méta-analyse d'anesthésie-analgésie en 2009, qui dit, bah voilà, l'utilisation des cell savers au bloc opératoire, c'est associé à une réduction avec un odds ratio de 0,60 pour la probabilité de recevoir des produits sanguins labiles de type concentré globules rouges, que ce soit en nombre, que ce soit en pourcentage de patients exposés ou en volume. En fait, quand on regarde dans le détail, 31 études, elles sont toutes vieilles, elles sont très hétérogènes, c'est toutes des petits effectifs. Le niveau de preuve de ça est très faible. Et les guidelines plus récentes reprennent cette méta-analyse, qui est dite une nouvelle méta-analyse. Il faut quand même se méfier beaucoup des méta-analyses. Méta-analyse qui inclut uniquement 3 nouvelles études par rapport à la méta-analyse précédente et qui, je ne sais pas pourquoi, n'en inclut que 15 par rapport aux 31 précédentes. Extrêmement homogène, des tout petites séries, encore un niveau de preuve très faible, et cette fois-ci, on n'atteint pas la significativité, on ne démontre pas dans cette méta-analyse qu'on réduit la transfusion de globules rouges. Une étude randomisée, mais qui n'est pas inclue dans ces méta-analyses parce qu'elle avait un design un petit peu particulier, c'est une étude qui avait été publiée dans ATS en 2015 et qui comparait 4 groupes en randomisé, cell saver plus filtre de locoréduction, filtre seul et contrôle. Bon, il y a des méthodologiquement, ce n'est pas parfait. C'était de la chirurgie combinée ou isolée. On traitait à la fois le sang épanché et le sang en fin de CEC. Bon, cette étude de 2005 à 2009, publiée en 2015, ils n'expliquent pas beaucoup pourquoi il ne s'est rien passé entre 2009 et 2015, mais on a dans cette étude-là un effet net du cell salvage, de la récupération de sang avec un bénéfice comme on les retrouve sur les premières méta-analyses. Mais quand même, quand vous regardez dans les 24 premières heures, ces patients, ils reçoivent dans le groupe contrôle 50% des patients reçoivent des concentrés de globules rouges. C'est clairement plus nos pratiques actuelles. C'est une étude qui a une validité externe qui n'est pas bonne. Et quand on regarde la littérature toute récente, les derniers RCT, notamment sur l'acide tranexamique, l'étude ATACAS, l'étude optimale, on voit que c'est des taux de transfusion qui sont relativement faibles. Alors, ça, ce n'est pas du tout pour vanter les mérites de Rennes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de centres qui maintenant ont ces chiffres-là, mais c'est pour dire que on a tous évolué et que maintenant, il s'agit de regarder aussi de la littérature. Je ne dis pas que tout ce qui est vieux en littérature est à jeter, mais il faut le regarder au prisme de ce qu'on fait actuellement. Et donc ça, c'est un point extrêmement important. L'étude, moi, qui est ancienne, mais que je considère la plus relevante probablement, c'est une étude d'Andrew Klein en Angleterre, publiée en 2008 dans Anesthesia Analgesia, parce que dès 2008, eux, ils sont forts quand même en patient blood management. Dès 2008, ils faisaient mieux que la Terre entière globalement, en tout cas largement mieux que chez nous à Rennes, puisqu'ils transfusaient sur toute l'hospitalisation globules rouges, PFC, plaquettes, 32% des patients. Et c'était extrêmement bien rigoureux avec un algorithme. Ils ne montrent pas de bénéfice du cell salvage et ils montrent que dans les 24 heures qui suivent la chirurgie, on a dans le groupe cell salvage une diminution significative du compte plaquettaire. Voilà, c'est un point intéressant, vous reverrez tout à l'heure. Cette étude-là, c'est une des rares études randomisées bien conduites sur le sujet, mais qui commence à dater, qui avait pour objectif de regarder la dysfonction cognitive, en se disant que si on traitait par le cell saver plutôt que de repasser tout sur la CEC, on diminuait l'embolisation, notamment de lipides, et on diminuait peut-être la dysfonction cognitive. Effectivement, on diminue significativement la dysfonction cognitive, et c'est pour ça que ça apparaît dans les recommandations nationales et internationales. Donc, si on voulait faire une conclusion, on pourrait dire que l'utilisation des cell savers en chirurgie cardiaque peut-être diminue la transfusion allogénique de globules rouges en chirurgie à haut risque. Très probablement en chirurgie à bas risque, comme on fait actuellement, ça a probablement un faible impact, mais ça, on n'a pas de haut niveau de preuve pour le dire. Par contre, on a de la sécurité, on sait que ça n'augmente pas l'utilisation des autres produits sanguins labiles, ça ne modifie pas les outcomes, et par contre, ça peut peut-être aider à diminuer la dysfonction cognitive, même si l'étude est ancienne. On peut se demander quelle est la relevance de toute cette littérature-là face aux pratiques modernes de patient blood management, face aux CEC mini-invasives ou optimisées. Et en tout cas, il faut des études randomisées contrôlées sur le sujet parce que ça manque. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais en fait, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce qu'il y a la question des plaquettes. Je ne vais pas vous dire à vous que les plaquettes, c'est important.
En plus, la transfusion plaquettaire, le bénéfice n'est pas démontré et la morbidité est plutôt, en tout cas sur des séries observationnelles, plutôt discutée. Et donc, il y a des dispositifs qui cherchent à traiter différemment le sang, et notamment avec de la filtration, dans l'objectif de garder les plaquettes. Je vais vous présenter 2 dispositifs dont je n'ai pas eu l'usage encore, mais de façon à être exhaustif sur le sujet. Le dispositif Hemocep, qui est relativement peu adapté, je pense que vous en conviendrez, à l'utilisation au bloc opératoire parce que c'est des temps prolongés, c'est plus de 20 minutes, 30 minutes pour traiter un cycle. Ce n'est pas du continu, ça nécessite une machine avec une agitation constante. Ça a été évalué par Andrew Klein en Angleterre et le travail montre bien que ce n'est pas du tout adapté à nos problématiques actuelles. De même que HemoClear, qui est plutôt une stratégie qui, à mon sens, est à diriger vers, pas forcément la chirurgie cardiaque d'une part, et plutôt probablement pour les pays qui ont moins de budget alloué à la médecine, avec, encore une fois, une mise en œuvre qui est difficile et qui n'est pas adaptée à nos contraintes actuelles. Le dispositif dont je vous parlais initialement et qu'on connaît bien parce qu'on aide à son développement clinique, c'est le dispositif ICEP. Donc, c'est une machine que vous verrez tout à l'heure, qui est basée sur la filtration. Donc, au lieu de mettre un bol de centrifugation, on met une cartouche de filtration, ce qui fait qu'on élimine le plasma, l'hémoglobine, les parines, toutes les protéines, mais on garde les plaquettes, les globules rouges et les leucocytes. On l'a évalué en préclinique et on a montré que ça fonctionnait bien. Ça gardait 37% des plaquettes et que ces plaquettes in vitro, elles n'étaient pas activées par le dispositif et qu'elles gardaient leur capacité à être activées. C'est under review ce travail qui est la First in Man qu'on a conduit en France sur 4 centres. Donc j'espère que vous verrez bientôt le papier dans lequel on montre qu'on récupère 52% des plaquettes et que ces plaquettes in vitro ne sont pas activées et gardent leur capacité à être activées par la thrombine. Et va débuter dans 10 centres en France, pilotés par Alexandre Ouattara à Bordeaux et puis en collaboration avec Rennes, une étude randomisée contrôlée, ICEP versus centrifugation, cell saver basée sur la centrifugation, chez des patients à haut risque et avec un outcome principal basé sur l'UDPB, ce qui est le score de saignement universel pour la chirurgie cardiaque. Et donc, j'espère que cette présentation vous a permis d'ouvrir la boîte noire et de réfléchir plutôt au cell salvage dans une stratégie globale, en évaluant le risque de la chirurgie, en évaluant le type de chirurgie et la façon dont on conduit l'anesthésie, et qu'on fera tout ça de façon tout à fait multidisciplinaire. Voilà, je vous remercie de votre attention.